en vue de ramener au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais quelques 40 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce qui explique justement cette réalité des faits? Chantal Roger, tu le fais encore parler de lui. Comment peut-on bien évidemment apprécier cette nouvelle sortie? Nous sommes également tenus par le regard qui est porté en Centrafrique voisine. Comment comprendre en réalité qu'un autre coup d'État soit imminemment préparé au vu et au su de la communauté internationale? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à quelques jours des élections présidentielles et législatives dans le pays de Touadéra aujourd'hui, que le pays soit confronté à une énième tentative de coup d'État? Que dire exactement du président François Bozizé? Madame, Messieurs, la politique étrangère, nationale et même internationale nous interpelle au plus grand chef, d'ailleurs sur notre antenne ce matin. Nous saluons la grande famille avec laquelle, pendant pratiquement toute cette période, jusqu'à 12 heures, nous partagerons avec vous les grandes réalités qui gravitent autour du Cameroun. Charlemagne Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission. Madame, Messieurs, vous le savez, jusqu'à 12 heures, vous serez servis. Monsieur Mbachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très inquiet. Je suis très outré ce jour au vu de ceci que l'ensemble du patrimoine traditionnel des différentes contrées est en train de se faire piétiner par des individus qui recherchent, je pense, une satisfaction autre que celle des Bantous ou celle défendue par les Bantous. Depuis peu, on aperçoit le Nzendop, l'étoffe Ndop, malaxé, maltraité, mal utilisé par des individus à qui on a bien envie de poser la question de savoir: avez-vous simplement la connaissance de la mystique, du symbole, de la symbolique et du symbolisme que représente ce tissu? On peut en parler comme ça de l'obom. On peut parler comme ça de plusieurs autres tissus textiles qui ne sont pas, ne devraient pas être portés et arborés par n'importe qui. Mais hélas, c'est grave. La tradition en péril. Pendant ce temps, les chefs sont au régional, les chefs chassent le gombo. C'est bien. L'actualité également, madame, messieurs, fait référence à cette sortie, on dira à cette image qui fait le tour des réseaux sociaux, montrant une élite du département d'Undé assise quelque part sur un tissu, dit-on, un tissu sacré, mais qui revêt d'une importance capitale, importante pour les traditions ancestrales, mais surtout Bamileke aujourd'hui. Beaucoup ont eu, pendant le week-end, à faire des réactions un peu plus que saugrenues quand même, sur cette image qui fait le tour de la toile. Et heureusement que Sa Majesté, le faux Sokunju de Bamenju est venu enfin rétablir la réalité autour de ce qui faisait bien évidemment débat, dans l'espoir que l'information soit retenue par les uns et les autres. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste en République centrafricaine, l'ancien Ubangi Chari. Pourquoi cette République ne se constitue-t-elle pas en État véritablement qui fonctionne? Non. Il existe des lois non écrites dans ce monde. Il faut savoir les lire, d'abord les détecter, ensuite les lire pour mieux les comprendre. La communauté internationale, je parle bien de l'Organisation des Nations Unies, a pris comme ça 2 décisions de faire de l'ancien Ubangi Chari aujourd'hui RCA après s'être passé par l'Empire. Ce pays et le Liban ne pourraient jamais être des États stables. Ça, c'est l'orientation de l'Organisation des Nations Unies. Bon, pour ceux qui pensent que non, les Africains ne peuvent pas, ne veulent pas, ne sont pas, ne ceci, de cela, il faut aller résoudre les problèmes à la source. C'est l'Organisation des Nations Unies qui fait de la République centrafricaine cette instabilité notoire, qui est devenue congénitale. Ce que vous dites quand même assez gravement, Bengan. Absolument. Si tant il est vrai que l'Organisation des Nations Unies a choisi de faire de la République centrafricaine un pays instable,
Les Africains ont-ils conscience de cette réalité aujourd'hui? Non, ils n'en ont pas, précisément parce qu'ils pensent que c'est eux qui résolvent le problème. Ils oublient qu'on les a placés dans des enclos. Nous sommes dans des enclos et chaque enclos a des réalités que la puissance colonisatrice contrôle. Et quand c'est en adéquation avec les autres puissances colonisatrices du monde, on adopte. Parce que c'est un jeu d'intérêt. Le partage a été fait ainsi. On vous parlera hier, c'était les diamants de Bokassa avec Giscard d'Estaing. C'était. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le président Touadéra veut avoir un État stable qui puisse fonctionner et rivaliser d'autres parce que le sous-sol est un scandale géologique. Alors qu'ailleurs, donc on est en Centrafrique dans un vol, dans un pillage des ressources centrafricaines aujourd'hui. Absolument. On maintient le pays dans les guerres, les conflits permanents pour que ce pays ne se restaure jamais. Absolument. Voilà. Donc Touadéra aujourd'hui veut tout faire pour repousser le pays. Et ce qui est quand même curieux, c'est que Bozizé revient avec un coup d'État initié. Mais pourquoi ne mettons pas la main sur Bozizé et l'écarter définitivement? Qui est le patron de la République centrafricaine? Je vous parle de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est la puissance qui a colonisé le Bangui-Chari. C'est cette puissance-là, et je peux aller plus loin. Le décès d'un ancien secrétaire général de l'OUA, un certain Dak Amachalk, avait des choses à voir avec la gestion de la République centrafricaine. Je vous parlerai également de Barthélemy Boganda, vous n'en connaissez pas, oui. Mais c'est des repères historiques qui doivent montrer à la génération d'aujourd'hui, Touadéra et les Centrafricains qui veulent vraiment que leur pays soit digne, de savoir où se trouve la source de leurs problèmes, y compris le Liban. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt, madame, monsieur, vous l'avez entendu, mais nous nous posons quand même plus d'une question aujourd'hui. Quel est le jeu trouble de la France aujourd'hui en RCA? Comment comprendre les récents propos de Le Drian qui avait demandé à un moment donné à la Russie de se retirer? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le rapprochement de la Russie avec la RCA? Madame, monsieur, attendons de voir le dénouement de ces situations. Dire également que la Centrafrique est chère à tous les peuples africains. Bonjour Karine Santia et bienvenue ce matin. Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Un scandale encore sur les affaires concernant la Covid-19 au Cameroun avec le ministre Manaouda Malachi le vendredi 18 décembre dernier. Une responsable du ministère de la Santé a annoncé que 2 agences de tests de Covid-19 allaient être ouvertes au Cameroun suite à la signature du contrat avec la société coréenne Meditest. Sauf que ces tests-là étaient payants. À l'arrivée, vous payez pour partir, vous payez 60 000 francs pour faire les tests et lorsque vous entrez, vous payez 30 000 francs. Sauf que les Camerounais se sont indignés sur la toile demandant mais comment est-ce qu'on dit que c'est payant aujourd'hui alors que depuis le début, on nous a toujours dit que c'est gratuit. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et maintenant, le ministre de la Santé a fait une sortie pour dire que les tests de Covid-19 au Cameroun restent gratuits sous haute instruction du chef de l'État. Donc, comment est-ce qu'on va comprendre cette dichotomie? Va-t-on rembourser de l'argent à ceux et celles qui se sont fait déjà, qui ont payé leur test au niveau des aéroports du Cameroun? Qu'est-ce qui se passe véritablement, madame, messieurs? L'actualité fait les choux gras de la presse, mais surtout, la toile en parle longuement. Nous nous arrêterons dans un moment sur ce sujet avec Karine Santia lors de la revue des réseaux sociaux. Bonjour à vous, Dominique Odo-Yengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin est une histoire de famille qui met en scène un fils et sa mère. Le monsieur adresse son histoire à Père Mbomboki et à Charles Hamel à la question de savoir comment faire. Est-ce que ma mère peut avoir raison de moi au travers de ses paroles, puisque sa mère à 3 reprises lui a dit: si je meurs, n'essaye même pas de te ramener à mon deuil, sinon tu vas en payer le prix. Les problèmes commencent alors qu'ils étaient à la maison, puisqu'il vivait avec sa femme et sa sœur et sa mère dans la même maison. Sa femme s'est chamaillée avec sa sœur parce que sa sœur était allée ajouter du sel dans une nourriture que précédemment ils avaient mangé à midi. Et le soir, au moment de manger, c'était inconsommable. Donc, il y a donc eu des échanges de voix. Il dit qu'il a pris le parti de sa femme et là, sa mère l'a très mal pris et s'est tellement fâchée au point où elle a dit à son fils
si je meurs, ne te ramène pas à mon deuil. Il dit que ce jour-là, il a dit à sa mère, je vais seulement venir, tu es ma mère et je vais organiser ton deuil. La deuxième fois, c'est sa nièce qui tombe enceinte. Et le père de l'enfant ne voulait pas que sa fille accouche. Il a dit à son frère, vraiment, je suis désolé, mais cette fille va devoir accoucher. Si jamais, au grand jamais, j'apprends qu'elle n'a plus cet enfant qu'elle attend, et là, je vais t'afficher, tout le monde saura quel genre d'homme tu es. Sa mère se fâche et elle lui dit, donc tu oses clasher ton grand frère et tout. Là, elle lui dit encore, tu n'assisteras pas à mon deuil. Si jamais tu te ramènes à mon deuil, tu vas voir les conséquences de cet acte-là. Et la troisième fois, ce qui a fait qu'il doute un peu, c'est que sa fille, à lui, a eu un enfant et il y a eu une situation à la maison. Il demande donc à sa mère, je sais pas, attendez, excusez-moi. Voilà. La troisième fois, c'est que c'est sa fille qui a accouché et elle a donc dit, lorsqu'elle est venue voir sa petite fille qui venait de donner naissance à son arrière-petit-fils, elle dit à son fils, tu n'assisteras pas à mon deuil, ni toi, ni tes petits-enfants, ni tes enfants, vous n'assisterez pas à mon deuil. Il a dit à sa mère, je vais assister à ton deuil et si jamais tu oses faire quelque chose, je vais fouetter ton corps. Mais tout de même, il demande de savoir, lui il peut gérer, mais maintenant lorsque sa mère profère ce genre de paroles sur ses enfants et ses petits-enfants, est-ce que ça peut avoir un impact, ce genre de menace? Voilà, et vous nous dites justement ce matin que l'histoire a été renvoyée et on interpelle Mbombo Bengan Kiangé sur ce plateau et Charlemagne Bathiou pour nous donner leur point de vue là-dessus. Mais également, vous, madame, messieurs, on attend vos réactions en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, mais surtout comment vous appréciez l'attitude de la maman, y compris l'attitude de ce garçon. Attention, vous avez les contacts téléphoniques au bas de cette image. À l'instant, envoyez-nous vos réactions rapidement. Et surtout, n'oubliez pas, si vous nous regardez en live, merci de laisser vos commentaires. On les lira ce matin. On vous interpelle, M. Mbathiou, on vous interpelle Mbombo Bengan Kiangé. Moi, je commence par vous, justement. Vous avez entendu l'histoire ce matin. Que risque ce monsieur? Est-ce que les mots de maman à son endroit, y compris à l'endroit de ses petits-enfants, ne sont pas très dangereux pour leur avenir aujourd'hui? Non, mais c'est un enfant maudit. C'est un enfant qui est déjà maudit. Et sa maman l'interpelle, c'est une manière d'interpellation. Sa maman pour lui dire, ami, tu risques de ne pas fonder une famille, viens, je te bénis. Mais il comprend ça d'une autre manière. Et cette malédiction le pousse même à dire, je vais taper sur ton cadavre, sur ta dépouille. Bon, taper sur la dépouille de quelqu'un, est-ce qu'il sent encore mal? Vous voyez comment, à un moment, certaines personnes pensent qu'ils réfléchissent, ou qu'ils peuvent faire, mais ils ne réfléchissent pas. Mais c'est difficile à dire. C'est un enfant, il est mort déjà. Il est déjà mort. Voilà. Il est déjà mort. Donc, comme c'est lui qui a envoyé. Non, il est mort. C'est un enfant mort. On ne juge pas ses parents, mais est-ce que maman devrait avoir des mots aussi durs vis-à-vis de l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, qu'elle a vu qu'elle a encadré, qu'elle a vu grandir? Le plaisir, la joie de chaque parent, c'est au moins de voir ses descendants être bien portants. Pourquoi de pareils propos? Et la joie de l'enfant, c'est quoi? D'accompagner ses voilà, c'est ça. On dit que quand la biche vieillit, elle suce ses enfants. Oui. En réalité, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un, je veux dire, au fur et à mesure qu'on vieillit, on ne veut pas se séparer de toi. C'est ça notre conception. Nous n'avons pas de maison de retraite. Donc quand maman et papa commencent à prendre un certain âge, on sait bien qu'ils peuvent mourir, mais on a envie de les retenir en vie. Et cet enfant n'en a pas besoin. Et il a montré ça à plusieurs reprises. Donc sa maman prononce les paroles d'exaspération. Alors, je ne sais pas, bon, peut-être vous devez également, vous aussi en tant qu'autorité traditionnelle, je ne dis pas qu'il faudrait... Non, il ne reconnaît pas sa faute. C'est-à-dire, on lui fait des reproches. Il dit, vous continuez, je vais même taper sur votre dépouille. Bon, attendez, vous pouvez ramener ces garçons comment? Même le simple principe élémentaire, tu honoreras ton père et ta mère afin que... Bon, tes jours soient longs sur toi. Voilà. Quand lui-même décide d'écourter ses jours et quelqu'un décide de se suicider, vous voulez quoi?
Vous lui dites, ne te suicide pas. Il a pris l'engagement de se suicider. Et maman lui dit, mon fils, arrête, ne te suicide pas, je peux te ramener à la vie. Il dit, foubloquant. Enfin, j'utilise ces termes-là. Quand quelqu'un ose dire que je vais taper ta dépouille. Si jamais quelque chose se passe pendant le deuil, parce que la mère il n'y a pas de conditionnalité. C'est ça justement qui vous amène dans des situations compliquées demain. Et ça va le poursuivre jusqu'à la 4e génération. Ouais. Oui, ça va le poursuivre, je dis bien, jusqu'à la 4e génération. Donc c'est un enfant, lui et sa femme ne comprennent rien à rien. Et maman est fâchée que comment les autres enfants peuvent comprendre. C'est peut-être lui le fou de la famille. Et maman sait, il veut ramener ces paroles-là. Quand les parents les prononcent, en réalité, vous les prenez au premier degré, vous ne voulez pas vous amender, vous continuez à vous embêter. C'est pour cette raison qu'on dit également que la bêtise n'a pas de limite. Quand on est réfléchi, on a des limites. Mais quand on est bête, on pense toujours qu'on peut. Et au fur et à mesure que vous voulez vous donner raison, vous enfoncez davantage et vous ne savez pas que en fait vous êtes en train de porter la malédiction sur 4 générations de vous. Sa maman, c'est une femme merveilleuse. Je dis bien, c'est une femme merveilleuse. Et j'aime ce genre de maman. Mais comme les enfants d'aujourd'hui, ils ont les yeux, ils ne voient pas, ils ont les oreilles, ils n'entendent pas. C'est pour parler, je dirais tant pis. Mais maman te donne l'occasion, mon fils, de t'amender, elle te bénit et tu te propulses, tu t'épanouis. Mais tu veux entrer dans ce genre de bas de fer, je dis tant pis. Parce que vous avez fait le choix de vous suicider, également de terroriser, j'utilise bien le mot de terroriser, au moins 3 générations. Merci mon bon Bengan. Charlamel, nous interpellons également sur le sujet. Bon Bengan salue l'attitude de la maman. On veut au petit garçon. Ben, on est quand même en droit de se demander. Un père d'enfant. À son fils, si vous voulez. À son fils. Mais est-ce que c'est des mots qu'il faut tenir? Est-ce que lorsqu'on aime, on aime à demi pour la maman? Est-ce que maman devrait maudire en fait? Monsieur Michel Ngachou, nous sommes à la fin d'un cycle pour les adeptes du calendrier grégorien. Nous sommes à la fin d'un cycle pour les chrétiens. La Bible va connaître sa première phase, la fin de sa première phase, ou le début de sa première phase, avec la naissance, on va le dire, de Jésus-Christ, où beaucoup de personnes seront appelées à se retrouver, à vivre ensemble et à festoyer. C'est à ce moment que je vous invite à vous balader pour vous rendre compte qu'il y a des individus qui ne verront même pas un oiseau toquer à la porte. Ils mangeront ce qu'ils auront préparé, ils vont regarder la télé, ils vont dormir, parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'ils n'ont plus de famille, parce qu'ils n'ont pas voulu avoir de la famille et des amis. Pourquoi? Je le dis parce que beaucoup d'occidentalisés que nous avons aujourd'hui ont désacralisé la famille. La famille est sacrée. La famille est hautement sacrée, monsieur Michel Ngachou. Je le dis en regardant la télévision. Vous avez des individus qui vivent sans famille, des individus qui s'en foutent de la famille, des individus qui croient qu'ils sont au-dessus de la famille. Pourquoi? À cause de la gestion, la mauvaise gestion de ce type de dossier. L'homme chez les Bantous ne règle pas les problèmes des femmes. L'homme chez les Bantous ne règle pas les problèmes des femmes. L'homme chez les Bantous, je veux dire ça 3 fois, ne règle pas les problèmes des femmes. Lorsque 2 femmes commencent à se chamailler, votre soeur et votre femme, sortez. Si vous ne pouvez dire taisez-vous, sortez. Parce que vous serez partagé entre votre femme qui va vous refuser toute la nuit, sous prétexte que tu ne m'as pas défendu. Vous aurez votre soeur qui va vous dire, ah, donc tu as choisi celle qui vient d'arriver, en nous sacrifiant, bravo, sortez.
et laisser la troisième personne qui sera une femme gérer, si ce n'est l'aîné de la famille, interpeller là. Calmer sans prendre une, si c'est la bagarre, calmer sans prendre un parti pris. Monsieur Michel, prenez pas position. c'est assez sensible. Parfois, vous arrivez à la réunion des hommes. Les femmes sont parfois surprises, ça il faut le dire. Vous arrivez à la réunion familiale, on tombe sur la femme de Ngadjou. On envoie tout. Ngadjou est là. Sa femme plie seulement les doigts, c'est qu'elle se brise même les doigts. Elle se brise les doigts. Ngadjou ne dit rien. Elle part attendre Ngadjou à la sortie de la salle, pas loin. Que c'est comme ça que c'est dans ce genre de truc qu'on va vivre. Donc tu es venu me sacrifier, même dire un mot. Les femmes ne comprennent pas que devant la famille, Ngadjou n'a pas de parole. Prendre parole devant ses aînés, gueuler son père, gueuler son grand-père, gueuler sa grand-mère, c'est insulter et faire offense à cette parole qui dit honore ton père et ta mère, même s'ils sont dans le faux. Vous attendez, vous encaissez et vous rappelez. Quand quelqu'un crache en l'air, qu'il n'oublie pas que ça va retomber sur lui. C'est très important que les gens comprennent. Celui qui se tait n'est pas lâche. Celui qui se tait, parce que Ngadjou n'a pas répondu, il n'est pas lâche. Non. Au contraire, il fait preuve d'humilité, il encaisse et il demande à la fin à sa femme, est-ce que dans tout ce qu'on a dit, tu n'as rien à te reprocher? Si oui, on organise un autre débat, mais c'est avec les femmes, ce n'est plus avec les hommes. Parce que lorsque ça arrive chez les hommes, c'est plusieurs femmes qui ont porté. Donc il se retrouve dans une famille à vivre déjà avec ses soeurs, sa soeur, à vivre avec sa maman, c'est belliqueux, on sait que la soeur est belliqueuse, il le gagnerait à préparer sa femme. Beaucoup de personnes jettent souvent leurs femmes en pâture dans les familles. Vous avez des gens qui... Monsieur Michel, quand vous vous mariez, vous devez dire à votre femme que ma soeur là, joue avec tout le monde, mais celle-là, elle est comme ça. Elle est capable d'entrer chez toi, tu as préparé, va à la cuisine, elle se sert. Tu parles, c'est pour toi, c'est comme ça qu'elle est. Et elle fait avec tout le monde. Donc prière, évite là. Vous voyez, Dominique Audrey lève la tête. Si vous savez, voici telle autre soeur, elle a les mots au bord des lèvres. Moins de choses elle va sortir. Si toi, ton sang chauffe, c'est ce que vous allez vous insulter et je ne serai pas là pour résoudre. On prépare. A-t-il préparé sa femme, monsieur Michel Ngadjou? Point d'interrogation. Je vais terminer en disant, monsieur Michel Ngadjou, que les affaires de famille ne se règlent pas n'importe comment. La maman a proféré. Pas une, pas deux, pas trois fois. C'est déjà lourd en termes de signification, comme l'a dit Mbombo. Ça veut dire qu'on dit que c'est en dessous du cœur. C'est déjà pour, ce n'est pas dans le cœur, c'est en dessous du cœur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Rapidement alerter. Commencer par alerter les matriarches, les mamans, les aînés, ses tantes, ses sœurs, et lui dire ça ne va pas. Entre maman et moi, ça bloque. Maman a eu à proférer un ensemble de choses sur moi. Maman a eu à dire que je ne devrais pas à cause de ça, ça. Oui, je reconnais que j'ai désacralisé la famille. Je reconnais que je n'ai pas su protéger ma soeur. J'ai préféré prendre parce qu'on dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Merci beaucoup, M. Mbadjou. Vous étiez interpellé ce matin et vos avis ont été, on va dire, retenus, Mbombo Mbengan et vous-même, Charlemagne Mbadjou. Mais peut-être en une minute, Dominique Audrey, vous appréciez au moins les réactions de Charlemagne et Mbombo. Ils ont donné des bons conseils quand même, non? Charlemagne relativement Mbombo. Non, Mbombo n'est pas gentil du tout. Mbombo n'est pas gentil du tout. Mais Mbombo, si ma nièce tombe enceinte et son père veut qu'elle se fasse avorter, si je dis à mon frère, je ne veux pas que ma nièce se fasse avorter, ma mère doit me maudire pour ça? Ma mère doit me mettre hors de sa vie pour ça? Non, je ne pense pas. Vous êtes en train de tuer sa descendance? Chez nous, justement, chez nous... Vous tuez sa descendance? Non, c'est l'autre qui voulait le faire avorter son enfant. Et lui, il dit que non, ma nièce ne va garder cet enfant-là. Et la mère dit que donc tu viens tenir tête à ton aîné. Peut-être la maman ne pèse pas en disant que je ne veux pas que tu assistes à mon deuil. Et c'est pour ça qu'il a dit à sa mère, je vais assister à ton deuil. Et si jamais le corbillard se renverse, le cercueil s'ouvre, les voitures tombent en panne, ce genre de choses arrivent, je vais chicoter ton corps et je vais organiser ton deuil. Je serai au devant de la scène. C'est là où il a merdé quand même. Parce que c'est qui va chicoter le corps de sa mère. N'oubliez pas l'affaire du sel avec la sœur.
Oui, que la sœur est allée ajouter le sel dans la marmite. Un peu de respect quand même. Oui, on va épouser vos frères et tout ce que vous voulez, mais quand même, il faut donner un peu de l'espace, un peu de respect à la jeune femme qui vient entrer dans votre famille. Pour les gens qui sont mariés et pour notre entourage, on y assiste. Ce n'est pas évident. Le simple fait de partager le toit avec la sœur d'un conjoint est parfois difficile parce que ces sœurs-là ne savent pas rester à leur place. Oui, c'est votre frère, mais maintenant, moi, je suis sa femme. Donc, chacun reste à sa place. Donc, chez nous, généralement, on dit que quand quelqu'un... C'est pas trop beau pour être vrai là, parce que... C'est pas trop beau. On peut pas... C'est bien qu'on dit qu'on ne peut pas... Les femmes qui demandent aux hommes de choisir soit entre leur mère, soit entre leur sœur et elles sont à côté de la plaque parce que ça ne se fait pas. L'amour qu'un homme éprouve pour sa femme, il ne l'éprouvera pas pour sa sœur, mais il aime sa sœur d'une autre façon. Il aime sa femme d'une autre façon, donc vous ne pouvez pas vous mettre sur une balance avec la sœur de votre mari. Mais maintenant, entre vous, respectez-vous. Chacune reste à sa place. Donc chez nous, généralement, on dit que quand quelqu'un de son vivant dit un certain nombre de choses, genre je ne veux pas commentaire ici, ou bien je voudrais commentaire là-bas, si vous savez que dans la réalité, ça va poser problème, là sur le champ, pendant que la personne est vivante, vous lui dites non, on ne va pas le faire. Donc il y a une façon de conjurer des sorts. C'est la vie de Dominique Audrey. C'est ce que j'ai donc dit, que sa maman lui donne l'occasion d'arranger les choses. C'est ce que j'ai dit. Qu'il aille voir sa C'est ce que j'ai dit. Donc, quand justement vous avez les oreilles, il faut comprendre. Maman vous donne chaque fois l'occasion de vous amender et de revenir le vrai chemin. Et c'est ce que fait la maman. Mais s'il a deux estomacs, c'était tant pis pour lui. On salue l'attitude de la maman, Karine. Non. Ça ne pas parce que c'est comment on le voit de plus en plus quand même les mamans. C'est juste un avis. Oui, je donne mon avis. C'est ce que je suis en train de faire. On salue l'attitude de la maman, on fait comment? Je ne salue pas l'attitude de la maman, c'est ce que je dis. Je ne salue pas l'attitude de la maman. Parce que les mamans qu'on connaît sont des mamans qui bénissent. Les mamans qu'on connaît sont des mamans qui, même quand elle a un problème avec son fils, elle ne met pas le petit-fils dedans. Elle est capable de venir récupérer ses petits-enfants et partir avec, vous le laisser dans vos problèmes. Moi, c'est ce genre de maman que nous connaissons. C'est pas les mamans qui maudissent les enfants et mettent les petits-fils dedans. C'est généralement, c'est pour ça que vous voyez que certaines malédictions des mamans ne marchent pas trop parce que, en fait, elle s'est apaisée entre-temps en voyant les enfants. C'est ça, en fait. Maintenant, quand vous êtes dans une société où il y a des problèmes pareils entre les femmes, entre les frères, entre ceci et cela, là, ce que les mamans que nous voyons généralement font, c'est qu'elles prennent du recul et elles vous observent. Parce que quand maman entre directement et vous dit, je te maudis, demain tu fais une autre chose, je te maudis, après-demain tu fais une autre chose, je te maudis, chaque fois qu'il fera des erreurs, elle va le maudire. Et il ne va pas arrêter de faire les erreurs, je vous assure. Parce qu'un être humain est fait de ça. Il y a les maladresses. Et si à chaque maladresse, elle doit le maudire, ça veut dire que finalement, on se pose bien des questions. Peut-être que l'enfant n'est pas l'enfant qu'elle aurait voulu avoir. Vous savez comment ce garçon est mort? Non. Il dit, je vais fouetter votre dépouille. Justement. Là c'est problématique, moment. On ne dit pas. Non, vous prenez des choses. Dans la famille, les conflits de famille sont prévisibles. On les connaît d'avance. Donc, on peut les éviter. C'est ce que Chalamel disait tout à l'heure. Quand vous ne les connaissez donc pas, ou alors vous faites semblant de ne pas les connaître, ou alors de généraliser, vous allez dire, je m'en fous des belles-mères, je m'en fous des belles-mères. Et le jour où vous allez trouver une belle-mère accueillante, vous allez faire comment? Donc voilà le problème. Donc puisque vous venez avec des a priori, c'est un problème. Ce garçon s'est suicidé lui-même. Il a la possibilité de se racheter. Merci beaucoup Mbongo Bengan. Merci à vous mesdames et messieurs. On vous lira tout à l'heure pour pouvoir prendre vos avis sur les différentes plateformes 10-12 le Zénith sur Facebook ou encore en live sur Equinox Télévision. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, bienvenue à vous. Tout de suite, madame, messieurs, la colère exprimée ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia opérée dans le recrutement des enseignants du primaire, mieux des instituteurs,
lors de la première phase du 3e programme de contractualisation des instituteurs au ministère de l'Éducation de base dans ce pays. Finalement, rien ne va plus dans ce pays. Ministère de la Santé, Minesec et Minedub. Au Cameroun, la fraude, la corruption et le favoritisme sont devenus des comportements sociaux tolérés au sein de l'administration. Comment comprendre qu'on ne respecte vraiment rien dans ce pays? Comment comprendre toutes ces lois et textes ignorés dans ce pays? Énième concours de recrutement d'instituteurs dans la fonction publique, énième scandale pour le Cameroun. Comme à chaque procédure, les adeptes du tripatouillage étaient encore de sortie dans le cadre de la première phase du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Opération entachée d'irrégularité entre corruption, fraude, favoritisme et parfois tribalisme. Ce concours a remis au goût du jour les mauvaises pratiques souvent observées lors des procédures de recrutement dans notre pays, notamment le tripatouillage, la corruption et le favoritisme. Ne cessent de s'en plaindre les instituteurs frustrés. Comment comprendre que les critères de recrutement prévus par l'arrêté organisant le recrutement de ces instituteurs au Minedub ne soient pas respectés? Le concours en lui-même était entaché de beaucoup d'irrégularités. À ce jour, le recrutement, lui alors, est venu sortir, on va dire, la meilleure. Savez-vous que cet arrêté exigeait que les candidats soient titulaires d'un certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur de l'enseignement maternel et primaire, CAPIEM, obtenu au plus tard en 2014? Comment comprendre que la commission de recrutement n'a pas respecté les 2 critères fondamentaux de ce concours, notamment l'âge du candidat et l'ancienneté du diplôme requis, le CAPIEM, alors que le ministre lui-même, Laurent Serge Toundingwa, avait annoncé que la priorité allait être réservée à ceux des candidats qui avoisinaient les 40 ans et dont le diplôme datait de plusieurs années. Comment comprendre après constatation que les listes publiées ne précisent ni l'année d'obtention du diplôme des récipiendaires, encore moins le sexe? Étrange. Comment comprendre que la liste du Minedub, ministère de l'Éducation de base, ne fait pas non plus mention du sexe des lauréats pour mieux entretenir le flou sur les critères de sélection qui recommandaient 45% de femmes et 55% d'hommes. Autre fait étonnant, au soir de la proclamation des résultats, les curieux observateurs ont recensé 400 candidats nés entre 1990 et 1999, retenus au détriment de ceux flirtant avec la quarantaine et diplômés depuis plus de 10 ans. Calculez 1990, 1999 et voyez la proportion d'âge. Que dire de l'exemple de ces 2 lauréats âgés de 20 ans lors du dépôt des dossiers? Ensemble de faits qui supposent que ces candidats étaient âgés de 15 ans en 2014 et sont entrés à l'ENIEJ, soit à 14 ans pour le niveau bac, soit à 13 ans pour le niveau probatoire, ou alors à 12 ans pour le BPC. Vraiment, un beau mentir qui vient de loin, mais c'est les choses du Cameroun. Les textes fixant l'âge d'entrée dans cette école de formation des instituteurs est de 17 ans au moins et à 32 ans au plus. Comment ont-ils fait pour l'intégrer à 15 ans, 14 ans, 13 ans? Point d'interrogation. Comment comprendre que face à ce scandale, loin d'y remédier, le ministère de l'Éducation de base a annoncé le lancement du processus de recrutement de la seconde vague pour fin octobre. Aujourd'hui, ils sont frustrés. Aujourd'hui, ils sont déprimés. Ils ont décidé d'en découdre et d'aller faire un sitting devant le bureau de monsieur le ministre de l'Éducation de base. Vont-ils être entendus lorsqu'on sait que ça fait depuis des mois? Depuis des mois, on avait lancé le recrutement de 12 000 instituteurs et que la première vague avait commencé par 3 000. À 3 000, on n'a pas réussi. Est-ce que les 9 000 parviendront à leur fin?
La question, je vous la pose. Et bien évidemment, la colère que Charlemagne Bathiou exprime ce matin est une colère justifiée à l'aube, bien évidemment, de 2021, où, on le sait, les enseignants, surtout instituteurs, n'arrivent toujours pas à s'en sortir à travers les nombreux recrutements lancés, mais qui continuent toujours de poser des problèmes aujourd'hui. Et la question des tripatouillages opérés dans le recrutement des instituteurs au ministère de l'Éducation de base continue encore à se poser aujourd'hui. Le ministre Laurent-Serge Etundingwa, plus que jamais interpellé sur les procédures mises en place, est encore très silencieux ces derniers jours. La situation de ces instituteurs est un peu plus qu'inquiétante et il est important effectivement, madame, messieurs, que nous ouvrons les débats ce matin. Vous demandons, vous aussi, quelle appréciation faites-vous de ces recrutements ou encore du tripatouillage qui l'entoure aujourd'hui? Le ministère de l'Éducation de base est-il sérieux quant à la volonté, on va dire, quant à la demande aujourd'hui au Cameroun, qui se veut un peu plus que pluriel dans toutes les zones en ce qui concerne le renflouement des enseignants dans les écoles publiques aujourd'hui à travers le Cameroun est lié justement ces recrutements incompris. C'est assez compliqué quand même, mais au-delà de la question, on tentera, Karine Sontes ce matin, avec vous, de prendre quand même l'avis sur, on va dire, les critères de recrutement, voire même comment est-ce qu'on sélectionne ces enseignants avant qu'on en arrive là. On a parlé de l'ENIEJ, on a parlé de quelques écoles qui les forment justement, mais est-ce que le ministère respecte les textes en la matière en vigueur pour donner une vie réelle à ces instituteurs? En ce qui concerne les critères de recrutement, il faut noter que pour le cas des 12 000 instituteurs recrutés depuis le mois de juin et formés, qui devaient être affectés le 5 octobre dernier, il faut dire que les caractéristiques ici, c'était que il fallait les affecter dans des écoles qui ont 100 élèves ou plus pour 3 enseignants seulement. Et le but était d'éliminer progressivement les maîtres d'enseignants. Maintenant, le programme d'appui, les maîtres de parents, autant voilà. Pour moi. Et le programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun avait pour but de recruter 12 000 enseignants en 4 ans. Et puis, les critères de recrutement, eux, ils sont connus depuis parce que les candidats doivent être détenteurs du CAPIEM, certificat d'aptitude pédagogique des instituteurs des écoles maternelles et primaires, être âgé de 40 ans maxi au 30 décembre 2020 et soit sorti de l'école, voilà, il devait être sorti de l'école au plus tard le 14, en 2014, autant pour moi. Maintenant, il devait être natif de la localité dans laquelle on devait les affecter, ça c'est pour le cas des 12 000. Maintenant, on devait privilégier les candidats dont l'âge tend plus vers 40 ans, sans exclure les autres, bien évidemment, disposer d'un parfait état de santé physique, mentale et morale, être apte à travailler dans les 10 régions, prendre en compte l'approche genre, 45% de candidatures féminines, tenir compte des écoles publiques anglophones dans les villages francophones, dans les villages anglophones et francophones aussi, 68 instituteurs spécialisés dans les écoles maternelles et primaires publiques. Voilà un peu les critères qu'il fallait respecter pour recruter ces enseignants, ou encore que ces enseignants devaient remplir pour être recrutés. Pouvons-nous dire aujourd'hui quand même, qu'en regardant la situation camerounaise, je veux dire la situation nationale, le besoin important en ce qui concerne les enseignants, les critères ont été respectés par beaucoup, mais on se rend compte qu'il y en a qui ont été recrutés sans justement respecter les critères. C'est-à-dire qu'il y a un petit patouillage. Le critère d'âge, par exemple, oui. Il y en a qui... on a dit que les candidats devaient être âgés de 40 ans au plus au 30 décembre. Donc, contrairement à la fonction publique qui recrute jusqu'à 31 ans, pour ce recrutement particulièrement, on avait pris 40 ans parce qu'on sait qu'il y a des instituteurs qui étaient sortis des écoles depuis 2010, qui étaient encore en chômage ou encore qui faisaient des vacations. Donc, c'était l'occasion pour ces derniers d'être recrutés. Sauf que là, on a vu des enfants qui ont eu le bac en 2014 et qui sont sortis qui ont eu le bac en 2012, qui sont sortis de l'école en 2015 par là, mais qui ont été recrutés, ce qui a créé le courroux chez ces enseignants-là, et c'est pourquoi ils ont manifesté. Donc, notamment sur le critère de l'âge, par exemple, il y a eu beaucoup de problèmes, c'est pour ça que vous avez vu ces enseignants manifester. Maintenant, il y a d'autres critères qui pouvaient être ici interrogés, si on prend en compte le critère de l'expérience, parce qu'on voulait maximiser sur l'expérience. C'est pour ça qu'on a pris 40 ans, parce qu'on voulait des enseignants qui ont quand même déjà
déjà fait du terrain, qui était capable d'être movible partout dans le Cameroun. Sauf que là, on voit bien que les candidats qu'on a pris étaient des tout jeunes, des vraiment tout jeunes, et ceux qui avaient l'expérience sont ceux qui ont manifesté. Alors, aujourd'hui, il est important de mentionner simplement que ces enseignants recalés qui continuent de manifester se font passer aujourd'hui pour les instituteurs frustrés, bien évidemment, par le régime en place, par le système et par le ministère de l'Éducation de base. C'est aussi important quand même de le dire. Pendant que nous y sommes, le Cameroun a un besoin important d'enseignants dans les zones en crise, notamment au nord et le sud-est Cameroun, et qu'il y ait des recrutements à tâtons, ou même encore qu'il y ait des rejets. Et pourtant, la demande est forte aujourd'hui. Comment peut-on véritablement apprécier l'attitude du ministre Laurent Sagetou-Ningwa aujourd'hui sur cette question? Mais on parle quand même de tripatouillage pendant le recrutement. Dominique Audry, quand on parle de tripatouillage, qu'est-ce qui peut bien rentrer dans le paquet de tripatouillage? C'est vrai, Karine a semblé déjà nous faire savoir qu'il y a un réel problème de respect des textes, respect des clauses, 40 ans pour certains. Mais ça se passe comment ces tripatouillages? On peut avoir une idée quand même? Ça donne l'impression que non, vous n'avez pas, non, vous n'avez pas participé, mais au moins vous avez fait des recherches là-dessus quand même. Oui, tripatouillage dans ce sens, c'est par exemple le fait de réceptionner des dossiers qui précédemment avaient été rejetés. Dans un dossier, il y a par exemple le facteur âge qui aurait pu être un facteur discriminatoire pour quelqu'un avec qui vous avez déposé. On a rejeté le sien et on a pris le vôtre, mais que après, finalement, ce soit vous qui soyez pris le dossier rejeté et que moi, par exemple, qui soit apte pour pouvoir avoir le poste, que moi, je ne l'ai pas. Voilà une sorte de manipulation de dossier. On a dénombré un certain nombre d'irrégularités, toujours concernant le nombre d'expériences. On a retrouvé des gens qui, en 2018, ont acquis leur CAPIEM, c'est CAPIEM, voilà, qui ont eu leur CAPIEM, contrairement à ceux qui l'ont eu depuis la date de 2010. Donc voilà, c'est l'une des choses qui ont fait descendre ces instituteurs le 8 juin dernier dans la rue, parce qu'ils étaient las. Vous savez, c'était l'occasion pour certains, c'était la dernière chance, la dernière chance pour certains pour avoir le poste. Et ça les a plus énervés parce que dans le communiqué qui annonçait ces recrutements-là, le ministre avait mis un point d'honneur sur le recrutement de ces personnes-là qui avaient déjà eu de l'expérience, qui avoisinaient les 40 ans. Et malheureusement, lorsque vous parcourez certains articles, ils vous disent que non, on ne peut plus rien changer. Les choses ont été faites. Et c'est comme ça. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des remous. Ça chuchote. Et on aura des instituteurs qui, dans les prochains jours, pourraient redescendre encore dans la rue parce que, malheureusement, ils sont restés sans réponse à toutes les attentes, à toutes leurs revendications des mois derniers, d'il y a quelque temps. Et ça, aujourd'hui, c'est à l'éducation de base, mais on se souvient qu'au MINSUP, c'était pareil. On a vu 27 jours de grève avec ces docteurs PhD qui se plaignaient du fait qu'on a pris les Master 2 au détriment de ceux qui avaient justement le PhD et on leur a donné les postes à leurs dépens. Donc, aujourd'hui, on a ça que ces instituteurs sont mécontents du fait qu'on ait changé la codification, qu'on ait changé les critères qui devaient les contractualiser. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, les contractualiser à leurs dépens pour prendre des plus jeunes. Pour prendre, donc on a simplement une sorte de favoritisme qui a été étalé de la sorte, sans aucune forme de... avec désinvolture, mépris. Vous ne pourrez rien faire, c'est comme ça. On prend les nôtres, on prend nos petits copains, on prend nos amis, on positionne nos neveux. Pourtant, les personnes qui donnent du leur, qui veulent, parce que lorsqu'on se souvient des écriteaux qu'ils avaient sur leur plaque, ils disaient « On aime notre pays et on veut faire notre travail ». Ils estiment aujourd'hui que des personnes qui n'ont pas la légitimité, qui n'ont pas l'expérience suffisante pour enseigner, parce que l'éducation de base, c'est là qu'on construit tout, sont aujourd'hui dans des salles de classe en train de donner des leçons. Et aujourd'hui, lorsque vous parcourez les cahiers de nos jeunes élèves, voilà. Ce que vous dites est tellement pertinent, Dominique Audry. Ce matin, on voudrait, en évoquant cette colère, prouver aux parents qu'en réalité, comme Bamboké m'a dit ici, il y a comme un projet de suicide collectif, assassinat collectif justement, autour de l'école. Quand on a tué l'école, on tue la base de l'école, on tue des enseignants formés, du moins qui ont de l'expérience,
qui peuvent sauver l'éducation de demain à travers des recrutements, on va dire, inappropriés aujourd'hui, finalement, on rentre toujours dans ce projet d'assassinat collectif, dites-vous. Oui, absolument. Mais ce qui se passe ici, en fait, c'est la honte. La honte à deux niveaux. Pour qui? Pour le ministre? Pour le gouvernement? Pour le gouvernement. D'accord. Et le En ministre général. est un maillon dans cette honte-là. La honte parce que depuis 1987, le renouveau a pris l'option de faire ce qu'il appelle le communautarisme sans définir réellement. Lorsqu'on sort le livre pour le libéralisme communautaire, on sortait des libéralismes planifiés. Il y avait un plan quinquennal qui était clairement défini. Maintenant, le libéralisme communautaire ne donne aucune orientation fiable. La honte, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on peut voter les lois sans savoir connaître le vrai contenu, ou même les implications sociales. On peut avoir un projet sans en connaître les répercussions. Ici, le renouveau s'est trouvé dans une situation où les ENIEJ sont dans les départements. S'il faut que chaque département recrute parce que nous avons volé tout l'argent, nous avons favorisé les détournements de fonds, pour que les instituteurs ne puissent pas être affectés partout au Cameroun, qu'on les affecte ne serait-ce que dans les départements où ils ont été formés. Ils n'ont pas eu le courage politique de le faire, c'est ça que j'appelle la honte. Ça veut dire que dans le libéralisme communautaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas donné les orientations. Ça, c'est ça le premier. L'autre aspect de honte, c'est le vol, les détournements de fonds et tout ce qui s'est agi. Vous vous rappelez bien que nos partenaires au développement, les Japonais en premier, ils ont dit, on ne vous donne pas l'argent. Si on vous donne l'argent, vous allez voler. Nous allons construire les écoles nous-mêmes. Nous allons vous donner les clés, remettre les clés du cadre 2. Voilà, c'était pour qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Et le gouvernement successif du renouveau, c'est que si vous leur refusez de l'argent, il faut créer le bordel. Et quand un peu d'argent arrive, commence à dire, ah, non, bon, oui, il est sorti l'année dernière. Comme c'est le fils de ma tante, non, il faut quand même qu'on le mette. Je vais tout faire pour le mettre. L'autre là, j'ai dit, bon, ça va. Donc voilà comment on procède. En réalité, parce que le peu d'argent qui est arrivé, il faut quand même qu'on recrute une certaine partie, mais il faut également que mes poches ne soient pas vides. Donc c'est ça, pour cette raison qu'on vous dit que nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. La corruption veut dire dans le vol, C'est curieux, manipulation des on sécrète, on entretient la corruption et on tue l'école. Oui, mais absolument. Mais pourquoi donc tuer l'école? Tuer l'école, la première idée était que nos enfants viendront. Mais il y en a dedans dont les enfants sont très cancres. Puisque, oui, là vous pouvez le dire, on choisissait des écoles un peu dans ce qu'on appelle les bobos, où on envoyait les enfants, et les enfants ne se retrouvaient pas. Ils étaient, permettez l'expression, bêtes et idiots. Donc il y en a qu'on achetait. L'achat des examens, c'est commencé par là, hein, c'est pas nous, c'est pas vous et moi. Nous, on va faire comment pour connaître le réseau. Donc l'eau qui coule, c'est eux. C'est eux. Ils se sont donc rendus compte qu'en fait, oui, j'ai acheté le BPC de mon enfant, j'ai acheté le probatoire, le bac. Non, vous ne faites qu'acheter les diplômes. Donc l'enfant, en fait, il a une tête vide. Il a une tête vide et on peut comment maintenant pour les enfants des pauvres, les enfants de la ménagère et du jardinier, plombier, eux, apparemment, ils sont brillants. Il faut tout faire, donc y compris de la méchanceté pour les mettre à un niveau où ils ne peuvent pas émerger. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Je dis, je répète, on est parti du libéralisme planifié qui avait un plan directeur et on suivait au libéralisme communautaire qui est une honte parce que on s'est retrouvé à la longue que bon, si j'ai fait ceci, ça risque d'être le tribalisme. Mais on entretient ce tribalisme en fait. Dites clairement que là où les instituteurs sont formés dans ces ENIEJ là par département, qu'on les recrute là et que la loi qui encadre maintenant que vous appelez la décentralisation, leur donner aux collectivités territoriales décentralisées de définir la politique de l'école primaire et maternelle. Enfin, pas de définir, mais d'encadrer, parce que la politique était définie en haut. Maintenant, on ne donne pas aux collectivités territoriales décentralisées les moyens pour
recruter les enseignants et les payer. Ah, très bien, bon Bengan Kanji, on le sait en même temps. Ils sont aujourd'hui des milliers, ces enseignants frustrés aujourd'hui, qui n'ont pas été enrôlés dans le processus de recrutement de près de 3000 instituteurs au Cameroun, madame, messieurs. Une situation très grave à l'aube, bien évidemment, de 2021. Merci encore à vous de rester présents sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Vous le savez, à un moment, nous parlions bien évidemment des tripatouillages qui ont eu cours lors des recrutements des 3000 instituteurs au niveau du ministère de l'Éducation et des Bases. Mais nous en profitons ce matin pour vous rappeler et surtout adresser aux uns aux autres beaucoup de courage à pendant cette fin d'année en même temps qui s'annonce, puisque nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2020. N'oubliez pas, madame, monsieur, c'est l'occasion de vous interpeller sur vos sécurités de part et d'autre. Faites très attention justement de chacun de vos mouvements. Faites attention également aux anarchas qui sont très présents dans les villes du Cameroun aujourd'hui. Faites attention également à tous ceux qui souhaiteraient bien évidemment voir 2021. On sait en même temps que 2020 a été une année très difficile pour le Cameroun, très difficile pour le monde entier. Et donc on pense même qu'il y a eu plus de morts en 2020 que lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale avec le Covid-19. Les réalités, nous les vivons également et nous souhaitons beaucoup de courage aux familles qui cherchent encore aujourd'hui à avoir le kilogramme de riz simplement pour pouvoir en profiter le 25 décembre prochain. Mais même si le ministre du Commerce, Luc Magloire-Bagatangana, a fait savoir aux uns aux autres qu'il y a à manger pour tous les Camerounais en cette veille de fête de fin d'année, on est quand même en droit de se demander, monsieur le ministre, sur quoi basez-vous justement ces allégations? Est-ce que vous avez les éléments probants sur la main qui vous laissent croire que tous les Camerounais ont aujourd'hui à manger véritablement? Et on en profite encore pour saluer une initiative qui aura lieu à Yaoundé ce 27 décembre prochain. Nous parlons bien sûr du concert de la paix initié par Rabouni Ier en vue de mettre sur la même scène les artistes camerounais qui vont dire d'une seule voix la paix retrouvée dans les régions anglophones du Cameroun, la paix pour le Cameroun et surtout la paix pour chaque Camerounais, certainement conférence, certainement aussi concert, mais échange avec le public camerounais ce 27 décembre au Palais des Sports de Yaoundé. Et concernant cette question de tripatouillage, des recrutements pour ces enseignants qui, beaucoup aujourd'hui, des milliers sont devenus des enseignants frustrés, il est important, Charlamel Mbachou, que l'on revienne à vous rapidement quand même. Ces enseignants frustrés aujourd'hui, quelles sont les chances pour ces derniers de se voir recruter? Est-ce que le ministre de l'éducation de base, Laurent Sédétou-Dingwa, s'est quand même ravisé en disant on peut faire quelque chose pour eux? Pourquoi ce silence de l'État du Cameroun? Pourquoi ce qu'on appellerait même une certaine méchanceté vis-à-vis des recrutements non respectés? Pour comprendre ça, il faut comprendre le phénomène des fonctionnaires effectifs. Pour comprendre le système qui fonctionne avec les recrutements, si vous réussissez à comprendre le phénomène des fonctionnaires effectifs, vous allez comprendre. Vous savez que ce recrutement avait été organisé par la Banque mondiale et le principal objectif pour la Banque mondiale qui devait financer, qui devait assurer les paiements de ces différents enseignants. Monsieur Michel Ngachou, ça c'est une précision. L'objectif était d'atteindre un certain quota en matière d'éducation, de donner un certain relevé, le niveau des enfants de certaines zones, des zones dites reculées. Et c'est la raison pour laquelle on avait procédé par un recensement. Plusieurs villages, n'est-ce pas, dans certains départements avaient été recensés avec le nord, l'extrême nord, qui est en tête, le sud-ouest, le nord-ouest, qui venait en seconde position, les zones où véritablement on avait besoin des instituteurs pour pouvoir enseigner. Il y avait un autre critère qui était très important, c'était celui d'avoir au moins roulé sa bosse sur le terrain dans une quelconque, on va dire, structure, qu'elle soit privée, et d'en apporter juste les preuves matérielles qui attestent que Dominique Oyengele a enseigné, sorti de l'école au plus tard en 2014, et elle a enseigné dans l'école en Bourgou, dans une école en Bourgou pendant, je ne sais pas moi, 3-4 ans. On sait qu'elle a roulé sa bosse, elle vient, elle ne va pas se perdre, elle va en terrain connu. Alors, lorsque vous allez remarquer, Bombok l'a dit tout à l'heure, c'est les membres de la commission, c'est leurs amis, c'est leurs fils, c'est leurs neveux,
c'est les protégés qu'on a recrutés, ceux qui ont, ces deux candidats, M. Michel Ngachou, qui semblait avoir eu le bac à l'âge de 15 ans, qui semblait avoir eu le probatoire à 13 ans, qui sont entrés à Liège, à 15 ans, ce qui supposait qu'ils ont eu à 14 ans, 13 ans le BPC. Alors, vous vous retrouvez à ceci que, en cherchant à faire le faux, on ne contrôle même plus. On publie une liste. Or, la mention, il était prévu de respecter les pourcentages. 45% pour les femmes, 55% pour les hommes, M. Michel Ngachou. On ne respecte plus. On vous publie une liste où on met M. Ngachou, Clovis, point. Monsieur Mengemari, vous ne savez pas si c'est une femme. Oui, Mengemari, pas monsieur. Non, mais Mengemari, vous ne savez pas si c'est une femme ou c'est un homme. On ne met pas le sexe, on ne met pas l'année d'obtention. C'est vierge. Comment on se retrouve à cela alors qu'il est prévu qu'on mentionne tout cela? Donc vous vous rendez compte que les gars ont tripatouillé en telle enseigne que ça sautait à l'œil nu. La première fois qu'on a publié cela, il y a de cela, je pense, 3-4 mois, ils se sont déplacés pour aller rencontrer le ministre. Le ministre a dit calmez-vous, on va voir ce qui aura lieu de voir. Est-ce que les réseaux ont eu raison, les réseaux et les lobbying ont eu raison du ministre? Dans tous les cas, le ministre a annoncé que la seconde phase va être lancée d'ici peu. Il ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé, ce n'est pas son problème. On fait avec les listes. Peut-être s'est-il inspiré de la jurisprudence de l'ENAM, la dernière jurisprudence avec le mouvement de 10 millions de nordistes qui ont manifesté pour qu'on rétablisse et on n'a pas fait. Est-ce qu'il s'est inspiré de cela? Il a dit on fonce. Mais toujours est-il que vous avez 400 sur cette liste, 400 noms de personnes qui sont nées entre 1990 et 1999, ce qui va en 3 lignes en faux avec ce qui avait été prévu par le ministre et les textes et l'arrêté. Donc vous vous rendez compte que on publie un arrêté, on communique sur un arrêté, les gens s'inspirent, les gens vont concourir et à la fin, vous êtes au quartier. Vous avez des gens là, M. Michel Ngachou, qui ont 40 ans, qui ont déjà l'âge de 40 ans. Il était prévu, d'après les principes de la Banque mondiale, qu'on les prend. Ils ont 12-15 ans, 12-13 ans de service. Ils vont à la retraite calmement. Ils ont au moins apporté un peu. On est parti recruter des jeunes sans aucune expérience. Parce que ça, il faut le dire, sans aucune expérience, sans aucune connaissance du terrain. Des gens de 17 ans, 20 ans, ils se retrouvent là. On va les affecter qui à Marois, qui à Garoua. Vont-ils sortir? Ils vont fuir. Donc vous vous rendez compte que ici, on a tué la passion, on a tué la vocation, on a tué l'expérience pour recruter le fanfaronnage. Je vous me permettez, M. Ngachou, parce que tout à l'heure, je posais la question à Mbombo Mbengan, qui parle toujours d'assassinat collectif et même de l'école aujourd'hui. Il est important que les parents qui nous regardent ce matin comprennent fondamentalement que l'État du Cameroun, que nous respectons, notamment le ministère de l'Éducation de base, semble lui aussi rentrer dans ce jeu qui vise seulement à détruire l'école. Alors, si l'école est détruite aujourd'hui parce qu'on n'a plus les enseignants qualifiés, la base qu'on est censé donner à nos enfants dans les écoles primaires, du moins suivre l'école primaire, simplement, on n'a plus cette base-là. Qui recrute-t-on finalement pour les enfants du Cameroun? Quel enseignement pour l'éducation du Cameroun, M. Ngachou? Monsieur Michel, la réponse, vous l'avez. On ne recrute que pour le matricule, c'est tout. On ne recrute plus pour la vocation, on recrute pour le matricule. C'est tout, la garantie que, bon, dès que je serai pris, j'aurai mon salaire, c'est la Banque mondiale qui paye, c'est pas l'État du Cameroun qui paye, c'est la Banque mondiale. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces noms, les fonds seront reversés dans un compte et après on va dispatcher dans les différents comptes et les différentes personnes qui vont bénéficier. C'est à ce moment, comme vous l'expliquez, bon, que le partage du gombo va se faire. Il ne faut pas que les poches restent vides. Est-ce que c'est les membres des commissions? Est-ce que ça a pris au lieu? Personne ne sait. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un vide flou entre la Banque mondiale, le ministère et les principaux concernés. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter. Et c'est la raison pour laquelle, face aux multiples refoulements du ministre de recevoir ces jeunes, ils ont dit bien, nous allons venir dormir. Nous allons venir nous coucher devant le ministère. Nous allons dormir là ensemble. Et ce qui est étonnant, ça il faut le préciser, que les Camerounais le sachent. Ce qui est étonnant dans ce pays, c'est que c'est les professeurs qui font ça à leurs collègues, M. Michel Ngachou. C'est les enseignants. Vous avez le professeur Laurent Itoubigwa, vous avez le professeur Nalova Nyonga, vous avez le professeur Fameno. Mais c'est des professeurs. Attendez, l'école, quand vous voyez les avocats,
les corps se soudent. Quand vous voyez les magistrats, ils se soudent, les médecins, ils se soudent. Mais que se passe-t-il avec les enseignants? Que se passe-t-il avec ce secteur? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait bien sûr Rabelais aujourd'hui. Peut-être ces professeurs dont vous faites allusion ce matin n'ont plus de conscience. Ils ont peut-être une science, mais n'ont plus de conscience aujourd'hui. Comprendre qu'il faut sauver la société avec l'école, l'alphabétisation, l'encadrement d'une future jeunesse. Et c'est très important. Monsieur Michel Ngatiou, je vais vous citer 3 villages ou 3 zones qui ont le plus besoin des enseignants. Vous avez Ngalemendouga, qui a besoin énormément d'enseignants. Vous avez Mbang. Tout ça, on a à l'Est Cameroun, la zone de Mbang, qui a énormément. On enlève le bois comme il n'est pas permis dans cette zone, monsieur Michel Ngatiou. Même les gens comprennent pour pointer, pour me faire seulement les marques. C'est des analphabètes qui ne maîtrisent et ne comprennent rien, même aux différents essences. On a besoin des enseignants de ce côté. Vous avez la zone de Toktoyo où on a besoin énormément d'enseignants. J'épargne l'Ouest parce que les comités de développement se battent à mettre sur pied, à recruter des enseignants, les mettre les parents dans les villes, dans les différents cercles des étudiants pour aller donner cours et être payés pour ceux qui ne font rien pour le moment. Vous avez les zones dans le CAM, monsieur Michel Ngatiou, il y a des députés, je pense que Mbamok ne me dira pas le contraire, des zones qui ont énormément besoin d'enseignants, d'instituteurs, monsieur Michel Ngatiou. Je vous épargne l'extrême nord ou le grand nord. Le grand nord dans son ensemble, monsieur, je vous épargne cette zone parce que là-bas, le scandale est alarmant, véritablement. Alors, on est en train d'entrer dans la décentralisation. Permettez-moi, monsieur Michel Ngatiou. Nous rentrons là dans la décentralisation. On a besoin de laisser aux responsables, les présidents des régions vont me faire quoi? Est-ce que c'est encore le rôle du ministère de pouvoir gérer? On a des présidents des régions, on a les sénateurs, on a les... Mais il faudrait que ça soit géré dans ces différentes zones pour que chacun puisse être comptable, soit de la réussite, soit de l'échec de son programme. Eh bien, on va bien sûr le dire, c'est une question importante aujourd'hui. Que les parents prennent conscience, que les Camerounais prennent conscience de l'appréciation ou de l'encadrement que l'on accorde aujourd'hui aux instituteurs du Cameroun. Pour ces milliers d'instituteurs qui sont aujourd'hui qualifiés ou encore taxés de frustrés, il est important que quelque chose soit fait au plus vite afin que ces derniers puissent rentrer dans leur rôle, j'ai envie de dire dans leur salle de classe et mettre en place la vocation et continuer et rendre pérenne l'action de l'enseignement. Il est important que les parents qui nous regardent ce matin sachent que nous avons, nous aussi en tant que parents, le devoir de laisser à la postérité un héritage. Et cet héritage, justement, c'est l'amour, c'est la patrie qu'on a pour ce pays. Madame, Monsieur, la colère de ce matin, Charles Bembatou vous l'exprimez, Mbombo Bengan qui comprend mieux cette histoire. Merci en fait pour vos différentes appréciations, Karine et Dominique également. Mais tout de suite, Madame, Monsieur, allons savoir exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais avant, qu'est-ce que vous nous dites? Les messages, c'est maintenant, Karine. Oui, voilà, j'ai eu ce même problème où ma mère m'a demandé 7 000 francs. Je lui ai dit que je n'avais pas et elle l'a mal pris. Et m'a dit que si je meurs, ne viens pas à mon deuil. Donc, il y a des mamans très capricieuses et sur le coup, emploie des mots lourds. Ça, c'est Marquez Indira. Et son Nicole Brel qui dit que ce sont ces maîtresses de 12 ans qui écrivent les vendredis avec A au lieu de vendredi avec E. La Bible dit que vous ne prononcerez pas des paroles de malédiction, mais plutôt celles pour bénir. Donc, pour nous, la mère de l'enfant ne devrait pas le faire. Et la Bible qui vous dit « honore ton père et ta mère ». Et il a même ajouté une condition derrière. Vous n'avez pas lu ce passage. Cet enfant est déjà mort. Les parents n'ont jamais tort sur tous les plans, quel que soit le problème. Gustavo Franc. Il n'est pas question de tort. C'est une mère qui profère des malédictions à tort et à travers. Son fils, il y a une dispute entre les enfants, quelqu'un prend le parti de sa femme, ok, comme tu prends le parti de ta femme, ne viens pas à mon deuil. C'est un peu tiré, elle est à côté de la plaque. Arnaud Jasse. Non.
Ok, elle peut être fâchée contre son fils, mais qu'elle ne dise pas à son fils, si je meurs, ne viens pas. Et l'enfant qui est donc béni va dire, je vais fouetter ton cadavre. Si pendant ton deuil, ton corps nous dérange parce que tu ne veux pas. Il y a des gens qui, pendant leur vie, ont dit... Il devrait dire ça à maman. Combien de personnes fouettent les corps? Non, mais c'est vraiment pas mal. On est d'accord qu'on ne fouette pas le corps. Mais dit comme ça, sa maman, c'est... Non, c'est une image. Pendant un deuil dans ma famille, d'une personne dont j'étais proche, le deuil de ma grand-mère notamment, il a commencé à pleuvoir alors que c'était l'heure de la veillée. Et on a dit, elle t'aimait beaucoup, va prendre un vêtement, tu fais un rituel et tu lances sur le toit. Et les choses se sont calmées. Donc c'est pour dire que si pendant le deuil de sa mère, il commence à pleuvoir, ou bien la voiture ne démarre pas, ou bien, il sera là parce que c'est sa mère. Oui, elle a dit ne viens pas, mais s'il vient, elle va déranger. Maman, même si tu déranges, je serai là. Je vais venir à ton deuil. Donc c'est pour bloquer cette sorte de malédiction. Il gagnera quoi à taper ça sur le cadavre de sa mère? Bah, est-ce que ces propos également, parce que vous savez bien, c'est les mots. Et que les vieux sont susceptibles. Oui, vous savez, c'est les mots. Lorsque vous le dites justement sur votre enfant, il y a un agissement rapide. Alors, est-ce qu'un enfant doit quand même dire à sa mère, maman, même si tu n'es pas d'accord, je viendrai à ton deuil, et si tu n'es pas d'accord, je vais foutre ton cadavre? Ça ne se dit pas. Moi, je pense, bon, je peux me tromper, mais ça ne se dit pas, en réalité. Alors, et les vieux à un certain âge sont un peu trop susceptibles. Nos mamans aujourd'hui, comment devrait-on les garder? Moi, je pense, humblement, je vous passe l'idée. Moi, je pense que, quel que soit ce que maman va vous faire, en réalité, il faut flatter maman. Il faut toujours flatter maman parce que maman n'a pas de prix. C'est-à-dire, il n'y a pas de prix pour avoir une maman. Non, on ne la met pas sur une Oui, balance. mais maman, on ne parle pas maman n'importe comment. Non. On ne dit pas n'importe quoi maman. Il aime sa mère, la preuve. Il veut arranger la situation. Non, maman est précieuse. Il aime Il est important. C'est qu'il aurait dit que, ok, quand même, dit ça. Non, il aurait quand même été important, Dominique Audrey, que lorsque maman a de pareils propos, qui trouve le cadre idéal, il y a ce qu'on appelle chez nous le troisième, le moment, la manière, le milieu, qui trouve justement ce petit moment-là, le bon moment, la bonne manière et le bon milieu pour dire maman, je ne sais pas, la dernière fois tu étais très mécontente par rapport à mon comportement, dis-moi qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arranger ça? Il devrait le faire. Je pense que c'est l'idéal. Avec sa femme également, pour que sa mère arrange le problème avec sa femme. Mais aujourd'hui, lorsque votre mère veut vous gifler, lorsque votre mère... Maman, on n'est pas d'accord avec vous. Non, parce qu'au même moment, quelqu'un commet une faute et pense que c'est lui qui doit donner la correction, il doit donner les orientations. Cher ami, apprenez une fois pour toutes. Que ce soit en Occident, en Asie ou ici, c'est votre attitude qui détermine votre aptitude à atteindre l'altitude. Voilà. Je reprends. C'est votre attitude qui détermine votre aptitude à atteindre l'altitude. Donc, les accrochages que vous avez là, si maintenant les enfants d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ne sait même pas lire. En Occident, vous commencez à atteindre un certain âge, maison de retraite, parce que vous dérangez. Vous commencez à déranger la société. Et on vous met là. Donc, aujourd'hui, la jeunesse africaine ne sait pas faire la différence entre ça et on vous l'amène et ce qui est ancré dans les cultures. Et ils disent souvent, oui, mais on peut prendre ce qui est bien ici et ce qui est bien là-bas. Vous ne savez même pas encore lire, c'est devant vous. Vous allez choisir le bien. Est-ce qu'une mère doit maudire son enfant? Oui. Posez la question là. Une mère ne maudit pas son enfant, c'est l'enfant qui prend les malédictions. C'est ça. Voilà. Absolument. C'est peut-être bien que quelqu'un dit à sa bouche, si tu viens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu viens, tes enfants, tes petits-enfants et toi, vous verrez ce qui va vous arriver. C'est votre attitude qui détermine votre aptitude pour atteindre l'altitude. Maman, son avenir est derrière elle. Voilà, les débats sont ouverts. Charles Amé Mathieu. Monsieur Michel, Charles Amé réagir. Moi, je suis un peu scandalisé lorsque des brimborions, excusez-moi, ce n'est pas une insulte, lorsque des brimborions, par rapport aux parents, se permettent de juger. L'enfant ne juge pas son père. Ou son parent. L'enfant ne juge pas son parent. L'enfant ne tient pas tête à son père. C'est l'un de mes professeurs de sciences qui disait, quand on parle du brimborion, c'est un fruit qui n'est pas encore bien mûr, donc
qui ne compte même pas encore dans l'espèce. On se dit pas une... Oui. Que l'enfant vient se placer. Parce que maman a dit, vous avez des mamans qui même à 72 ans, 80 ans, ont encore le bras léger. Hein? Elles ont encore le bras léger. Et la main ferme. Le bras léger. Elles ont encore la main. Vous avez des parents, quand ça ne va pas, même s'il a 90 ans, moi, il jette la canne, hein, il dit viens. Si tu veux venir, tu viens, il jette la canne, il dit viens. Vous voyez, pour dire quoi? Qu'il y a des parents qui savent se faire respecter. Oui. Hein? Comment devant, vous avez là, vous êtes l'homme, vous avez votre mère, vous avez votre soeur, vous êtes debout. Vous voulez tenir tête, vous voulez protéger votre femme, sacrifiant. Parfois, il faut savoir encaisser. C'est ça la règle de l'humilité. Alors, il faut savoir. Il faut mettre le sel dans la sauce. Pourquoi vous ne dites pas au sel dans la sauce? Ça se vient on est tous, on vit quand même en communauté, on vit avec des familles et je peux vous assurer que lorsque par exemple vous avez eu un problème, vous avez des discussions entre vos frères et que ça devient houleux et que la maman vient seulement dire le jour où je vais fermer mes yeux, c'est là où vous allez comprendre mon importance. Je vous assure, ça vous atténue tout le monde. Vous ne comprenez même pas ce qui s'est passé. Ça peut dépendre aussi à Karine. Non, je dis que ça vous... Donc ça tue tout ce que vous aviez envie de dire. Il y a des enfants à qui maman dit ça ne fait rien. Vous savez, monsieur Michel... Ce que je dis, c'est pour vous dire que il y a tellement d'astuces, tellement d'astuces. On ne va pas dire à nos mamans comment elles vont nous élever. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si, mais ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'on a affaire à une famille où tout le monde a le sang qui chauffe. Voilà. Et c'est certainement le sang de la maman. Donc, ce qu'il faut comprendre avec ce monsieur, c'est qu'il doit aller demander pardon à maman, que ses intentions soient bonnes ou pas, dès le départ. Il doit oublier ça, refuser de s'expliquer et seulement demander pardon. Il ne s'explique plus. Monsieur Mathieu, moi je voulais dire quelque chose. À l'observation, monsieur Michel Ngachou, il peut avoir un problème sous-jacent. Le problème sous-jacent, c'est le fait que l'homme donne plus la ration à sa femme qu'à sa soeur ou à sa maman. Ça peut être ce problème qui peut être né. Vous savez, les femmes font naître différents types de problèmes. Le vivre ensemble des femmes est plus compliqué quand ils enfants. Vous êtes déjà en train de me couper. Vous voyez, c'est-à-dire que les femmes aiment toujours crier. Non, ils aiment toujours crier. Ça peut être au niveau des goûts. Ça peut être au niveau des goûts, monsieur Michel. Vous avez des femmes qui n'aiment pas manger salé. Vous avez des familles où vous arrivez, c'est une pincée de sel. Où la femme du frère veut imposer à tout le monde son goût, son système à elle. Et la sœur lui dit, quand tu sais que tu ne veux pas saler, quand on me servir, pense à faire 2 repas, fais 2 repas, ou alors tu fais le mien, tu sales à gauche. Vous voyez, c'est léger. Elle rit, hein, elle rit, c'est léger. C'est banal, mais ça fait problème. Ce problème de vie. Nous t'avons déjà dit dans cette maison que nous tous, nous mangeons bien du sel. C'est pas bien assaisonné. Comme tu ne veux pas entendre, je vais assaisonner. Donc vous voyez, ça part d'un conflit qui est né, qui s'est fomenté, qui a fermenté et qui explose. On dit à la femme qui va en mariage que dans ta cuisine, il ne manque jamais les pommes. Parce que le jour que tu vas mettre trop de sel, tu prends les pommes, tu mets dedans. Qu'elle mette les pommes dedans, elle pouvait mettre des pommes. Elle fasse tout ça. Le message, Karine, le message, je vous en prie, parce que si on reste là dans le débat, on s'en sortira pas. Là, maintenant, c'est le conflit. C'est le conflit, alors qu'on a demandé des conseils, elle crée des conflits. J'ai donné mon conseil au monsieur, il demande pardon à sa maman sans s'expliquer. Mais il n'est pas question. Non, par rapport à ce que vous venez de dire, je ne peux pas rester comme ça tranquille parce que vous avez dit que c'est normal que quelqu'un vienne ajouter quelque chose dans ma mamie. On n'a pas dit que c'est normal. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Pourquoi vous ne comprenez pas? Je viens encore de le préciser ici. Les conflits familiaux sont prévisibles. On les évite comment? Vous, au lieu de les éviter ou de les atténuer, vous les amplifiez. Qui amplifie? Mais c'est ce que vous dites là. Mais la maman aussi qui a... Non, parce que la fille doit tout suivre. Non, merci. On ne le fait pas. Ça aussi, ça fait partie des préventions. Que quand vous irez à mariage demain, demandez à votre mari que
Donnez-moi la situation de vos mains. Quelles sont celles qui sont nous? Celles qui sont... Je suis une autre. Mais justement, voilà donc, voilà donc vous voyez. Donc on ne parle pas dans la résolution des crises, mais dans l'amplification des crises. C'est différent. C'est vous qui résoudre les crises, elle peut l'amplifier. Ce qui fait partie aussi de la prévention, c'est que les mamans disent à leurs filles que quand tu pars chez ton frère, là, fais attention. Non. Alors, mariage. Fais attention, non, ton frère n'est plus non. seul. Tu ne peux pas te comporter chez lui comme s'il vivait encore seul. Ça aussi, c'est la prévention. Et toi qui viens entrer dans la famille, tu viens avec quelle attitude? Voilà. Bon, j'ai pas. Vous avez non. dit pour vous. Voilà. Je peux pas dire ce que vous voulez. Non. Vous avez déjà dit pour vous. C'est que la fille dit. Non, dis pas ce que vous voulez. Vous dites comment? C'est pas de moi qu'il s'agit. Vous C'est devez de dire vous. ce que vous voulez que la femme fasse. Moi, je dis ce que la belle-fille doit faire. J'ai dit oui, je suis On reste là d'accord, comme mais ça. vous qui Voilà. venez donc, tu es aussi la belle-fille de quelqu'un. Quel est Vous ton avez déjà comportement? dit. Voilà. Vous avez déjà dit. Je ne Non, le dis je pas l'ai ce que vous pas avez dit. déjà dit. Non, non. Alors, Non, merci vous à parlez vous. de Non, on a assez débattu. On a assez Chacun débattu, je vous en chrétien. prie. C'est une histoire entre père et fille, hein, donc sur le plateau c'est compliqué. Bon, que c'est fille, c'est comme ça, on commence ici et parfois même derrière, ça ne s'arrête pas. Donc on peut, bon, nous en tant que grand frère, on observe à distance. Un beau-père comme ça. Non, Charles Amel et moi on observe à distance. Non, Que c'est fille, je vais savoir. Non, c'est le conflit. On ne peut pas permettre aux jeunes filles de suivre le conflit. Voilà. Quel conflit? Vous n'entrez pas dans surtout le pas. mariage en disant que dites-leur que je suis un petit piment. C'est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Dis à tes sœurs que je suis un petit piment. On ne cache pas, Charles. Vous, on est déjà petit piment. On ne cache pas, Non, Charles. c'est ça ce que vous Ça, avez on dit. ne cache pas. Que je suis un petit piment. C'est comme Dites-leur ça. que On chez prend moi, les gens tels qu'ils chez moi, on sont. ne fait pas comme ça. Chez moi, on ne fait pas comme ça. Non, Charles. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non. Il a dit, Il y a des attitudes. Ma Même soeur quand est vous comme ça, partez- ma soeur est comme ça. Mais dis à ta soeur que si tu touches aux Qu'est-ce affaires que vous dites à votre fille quand vous la confiez à quelqu'un? Que vous C'est Qu'est-ce que vous dites à votre fille quand vous la confiez à quelqu'un? questions là-bas, quelles sont celles que vous Bon, voulez? bon, si c'est plateau, vous nous avez dit. Non, mettez. Bon, On se comprend plus là, on se comprend Bon, plus. bon, sur ce plateau, vous nous avez dit On que se comprend quand plus. on donne son enfant à quelqu'un, il y a des choses qu'on se dit au préalable. Voilà. Ça fait aussi partie de la prévention des conflits. Oui. Voilà. Voilà, Et quand merci. vous venez donc en disant je suis petit piment qui vient. Non, soyez assez raisonnable. Merci à vous, Karine. Vraiment, on a plein de messages, mais on va Vraiment, rapidement on en a tellement. passer à la revue des réseaux sociaux, parce que c'est important Ah, quand même. On a un seul sujet ce matin, Karine. Ah La oui, santé? vous ne le savez pas? Un seul sujet. La santé? Oui. D'accord. On s'intéresse alors à la santé. Le test Covid-19, scandale autour de la société coréenne qui a été choisie par le ministre Manaouda Malachi pour faire les tests à l'aéroport, aux aéroports internationaux du Cameroun pour le Covid-19. Sauf que on nous a dit vendredi dernier que cette structure Meditest SA devait faire des tests à 60 000 francs pour ceux qui voyagent et à 30 000 francs pour ceux qui entrent au Cameroun. Et maintenant, ceux qui entrent au Cameroun ayant déjà fait les tests avant devaient encore payer les frais de validation de leurs tests. Sauf que il y a les sorties des Camerounais qui ont dit mais non. Depuis le début, on nous a dit que le test de Covid-19 au Cameroun est gratuit. D'où vient-il que vous signez un partenariat qui ne nous engage pas et puis vous nous faites payer les tests aujourd'hui? La sortie du ministre qui a encore un peu gâté les choses, c'est que les tests de Covid restent gratuits. Ça, c'est sous haute instruction du chef de l'État. Alors, c'est gratuit ou c'est payant? Voilà la question. Voilà. Et c'est un débat qui est devenu très houleux sur la toile aujourd'hui. Les Camerounais s'expriment en longueur de journée là-dessus avec la gestion du Covid-19. Comment comprendre ce qui s'est réellement passé? 30 000 francs à l'entrée, 60 000 francs à la sortie. En réalité, les tests devaient être payants. On a écouté quand même le docteur Fatih Marmat, je pense bien, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, qui dans une sortie a rendu public ces chiffres-là. En même temps, ce sont les faits. Le 18 décembre dernier. Voilà. Cette sortie était la preuve, hein, par 1 million, effectivement, qu'il y avait cette question. Bon, mais non, lorsque le ministre vient dire que c'est gratuit, parce que le chef de l'État demande que ce soit gratuit, à la suite d'une interpellation d'une Camerounaise sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Dominique Odé, vous avez aussi vu cela, ces réactions sur Internet, vous en parlez, vous aussi? J'ai reçu
un extrait, ou du moins le reportage qui présentait Madame, vous avez dit Mahamat, Fatima Ahmad. Oui, Fatima Ahmad, qui présentait les frais, tout ce que ça devait coûter et tout. Et après, j'ai vu le tweet du ministre. Moi, je n'ai pas compris comment, en si peu de temps, les choses ont autant changé. Mais c'est vrai que le mot reste gratuit dans le tweet du ministre sont interpellateurs. Ça veut dire que ça n'a jamais changé. Et à ce moment-là, on se retrouve vers la dame qui est venue en pleine télé. Je crois que c'était au niveau de la télévision nationale, qui nous a annoncé qu'on devait payer. Comment est-ce que ça s'est fait? C'était sans l'aval, sans l'autorisation, sans aucune notification au ministre de la Santé. Pourquoi ce revirement? C'est vrai qu'à l'entête également du tweet, il a mentionné le président Paul Biya. Donc ça veut dire que certainement ils ont décidé de faire payer pour les tests. Et ensuite le président a dit non, il ne faut pas que nos citoyens dépensent autant d'argent. 37 000, bon 60 000, ça fait beaucoup quand même. C'est un mois de salaire et demi, quasiment 2 mois de salaire pour des Camerounais. Donc on ne va pas le leur demander comme ça. Mais c'est simplement une exposition là de, je ne sais pas si on doit dire amateurisme ou un manque de préparation, une impréparation à l'implémentation d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle donnée. Lorsqu'un Camerounais vient de France ou bien lorsque des personnes viennent de France ou des États-Unis, on leur demande de présenter leur test de Covid qui date de 3 jours. Pourquoi donc leur demander de refaire les examens ici sur place de façon obligatoire? Ça, je ne comprends pas. Et qui plus est, qu'on paye. Donc, il faudrait peut-être que le ministre retourne dans cette télévision-là et qu'une bonne fois pour toutes, nous sommes lundi, qu'on soit fixé. Parce qu'on ne sait pas, soit on paye, soit on ne paye pas. Lui, il le fait sur Twitter, madame l'a fait sur la télévision nationale. Au niveau du village, là-bas, dans mon village, on n'a pas de réseaux sociaux. Les gens n'ont pas de téléphone Android, donc ils vont simplement s'en tenir à ce qu'on a dit à la télévision. Donc, bien vouloir donner la vraie information une bonne fois pour toutes. Voilà, une question d'information. Un melting pot, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parlait tout à l'heure avec la colère de Charles Hamel, je vous ai dit ce qui s'est passé avec notre gouvernement. On tâtonne. En réalité, on prend une décision, on ne connaît pas les conséquences. Le ministre de la Santé publique appartient dans un groupe qui définit la stratégie de lutte. Mais quand on se rend compte qu'une orientation n'est pas bonne, c'est lui qui assume. Il est obligé d'assumer. Et on oriente le Kalachnikov sur lui, c'est tout. Ce n'est pas que c'est lui, Naouda Malachi, mais il assume les mauvaises orientations du gouvernement d'une part. D'autre part, nous avons des gens qui entrent à la présidence, qui est une nébuleuse. Ils entrent là-bas, plus que les membres du gouvernement même. Quelqu'un peut venir là-bas avec une décision, dire, tu veux faire alors, je vois. C'est le coup de fil qui vient là-bas qui vous dit que vraiment vous avez un décret, mais il y a des gens qui ont le pouvoir, mais qui n'ont pas de décret. Ils ne bénéficient pas d'un décret. Donc, tout ça, c'est l'entrepreneur en chef. C'est l'entrepreneur en chef. Au départ, lorsque ces Coréens viennent, en réalité, c'est pour faire des tests gratuits. Mais ils se trouvent à une situation où nous avons Cameroun Survival Initiative qui veut proposer ce genre de choses. Il veut dire, on peut faire les tests, je peux faire des tests Cameroun. Mais comme ça avait la coloration d'un parti politique, on a voulu jouer, faut-il faire payer, ne faut-il pas faire payer? Voilà l'équation qui a coincé le gouvernement avec ses partenaires étrangers. Donc c'est le tâtonnement. Alors qu'on sait qu'il y a récemment, le même parti politique, parlant du mouvement pour la nation du Cameroun, est venu faire des dons de tests justement au ministère de la Santé. Les kits en fait, voilà, que le ministère a refusé. Oui, mais justement, c'est ça que je vous dis, que vous avez une initiative. On parle de 500 000 kits, non? Je ne sais pas, je ne connais pas le nom, mais le problème c'est que si le ministère, le gouvernement avait accepté cela, que Cameroun Survival Initiative dans le test, il aurait été indécent de proposer le paiement des tests. C'est bien dommage. Maintenant, vous avez un citoyen qui vous propose des tests gratuits, vous refusez. Vous prenez des tests quelque part où on vous dit les gens doivent payer. Vous allez dire comment? Donc on commence donc à bâtir. Non, on a dit qu'on ne paye pas. Non, on a dit qu'on paye.
vous voyez, et pendant ce temps, on est dans une situation compliquée. L'information, la vraie, nous ne l'aurons pas. Merci beaucoup, Bon Bengan. Merci, Karine. Merci, Dominique, Charlamel. On en reparle. Mais je voudrais, ce matin, vous interpeller sur la situation des familles aujourd'hui. À quelques jours de la fête de la Nativité, parlant du 25 décembre prochain, les familles aujourd'hui manquent gravement de quoi manger pendant ces moments de fête. Les marchés aujourd'hui, les prix sont onéreux à tous les niveaux, c'est-à-dire c'est trop cher. Il n'y a plus de nourriture au Cameroun et le ministre du Commerce, quand même la semaine dernière, a jugé bon de faire savoir aux Camerounais qu'il y avait suffisamment à manger pour chaque Camerounais. On a en droit de vous demander, madame, monsieur, vous qui nous regardez ce matin, quelle est la situation justement dans vos maisons? Comment vivez-vous? Comment préparez-vous les fêtes de fin d'année? Avez-vous un peu d'argent? Si oui, que comptez-vous justement manger chez vous? Combien d'enfants vous avez? Est-ce qu'ils ont au moins des vêtements? Est-ce qu'ils ont au moins, je ne sais pas, les cadeaux? Oui, des chaussures. Est-ce qu'au moins vous avez prévu cela pour ce petit... rituel tend à disparaître. Ben oui, les gens, on ne parle pas de fête, hein, on a le sentiment que ça n'existe pas. On ne voit aucun mouvement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Cameroun c'est un pays triste? Oui, très triste. Même les guirlandes qu'on avait dans la ville, où c'est Chalamel qui a fait avant qu'on a pu installer les guirlandes dans la ville. Il a dit ici là que ça salissait seulement la ville. Maintenant on n'a même plus ni Chalamel. Le seul endroit. Sincèrement. Non mais sérieusement, le seul endroit où j'ai vu un peu de guirlandes, c'est quand je passais devant la mairie de la 5e là-bas, oui, au Rond-Poeto. C'est là où j'ai vu un peu de décoration et puis un sapin dehors. C'est ce que vous appelez guirlande? Vous avez vu Lagos? Vous savez regardé ce qui se passe à Lagos? J'ai dit que j'ai vu ça devant la mairie. Je n'ai pas dit que c'est dans la ville. Non, j'ai dit que c'est dans la mairie. Là-bas, c'était la maison qui décorait. Mais je ne dis pas, je ne l'ai pas dit. Je dis que c'est dans la mairie. Est-ce que vous avez le sentiment que le Cameroun, on vit tristement dans ce pays? Tristement. Lorsque nous avons fait cette petite enquête, on a demandé aux gens si dans leur ville respective, il y avait quand même des mouvements qui permettaient de savoir que nous sommes quand même en période de fête. Ils nous ont dit que Yaoundé est triste parce que la ville n'est même pas décorée, il n'y a rien qui montre que la ville Il y en a qui pleurent déjà, à Douala, c'est pareil, la ville, elle est triste, on ne sait même pas s'il y a d'événements. La seule chose qui vous fait comprendre qu'il y a un événement, c'est quand vous arrivez à Mbopi à partir de 12h et que vous êtes coincé dans les bouchons, c'est là où vous comprenez qu'il y a quelque chose au Cameroun qui se déroule. Mais pour revenir dans le cadre de ce que le ministre du Commerce a dit, lui, Tangana, c'est que il dit que les Camerounais n'auront pas faim et qu'il y a abondamment de la nourriture. En plus, les coûts sont abordables pour ces fêtes de fin d'année. Maintenant, nous allons au marché. Si les prix sont abordables, alors c'est plus bas que d'habitude ou alors c'est comme d'habitude? Ça, c'est une première question. Parce que... Est-ce que le ministre peut vraiment nous dire ça? Vous allez au marché et vous nous posez encore la question. Non, je lui demande, non. C'est lui qui dit que c'est bas. Maintenant, j'y arrive. Il a cité le riz, le poisson, la viande et tout. Maintenant, le poisson, c'est 1300 francs le kilo, si vous voulez le maquereau, ce poisson. Maintenant, ça dépend maintenant de la race du poisson et de la qualité. Si vous voulez, par exemple, le kilo de viande de bœuf, par exemple, 2500 francs sans os, 3000 francs avec os, pardon. Avec os 2500 francs et 3000 francs sans eau. Et là, et c'est par mois. Et là, c'est quand vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui ne va pas vous frapper parce qu'il peut vous donner une partie qui n'a même pas de chair, le faux kilo. Donc, regardez un peu cette petite caricature-là que nous dessinons. Mais au marché Dakar, on va bien la viande. Les kilos sont relativement... Vous orientez les Camerounais vers le marché Dakar. Attends, il y a quand même des endroits où c'est bien. Permettez-moi, ce que vous justifiez là, c'est des conneries. Pour un gouvernement, oui. Oui, c'est des conneries du gouvernement. Le gouvernement a défini la politique agricole depuis 1992 de la manière suivante. Groupement d'intérêts comme les GIC. À un moment donné, on vous dit non, les GIC, on a pensé que ça ne pouvait pas. On est revenu à l'option des années 70, les coopératives. Que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, apparemment c'est comme ça que vous l'appelez, nous disent que les coopératives vont ici, avec les marchés, comment on appelle, les mouvements ou régionaux, comment on les appeler, fonctionnent. Ça veut dire quoi? Il doit être en mesure de dire
le programme de bananes plantées que nous avons institué a porté aujourd'hui. Le programme d'Ignam, voilà, ils ont ces programmes-là et il y a l'argent qui est circulé. Le projet ou le programme de la banane douce est notre projet céréalier à donner. Donc là maintenant, ils tirent dans la conclusion que vous avez vu vous-même les prix qui sont sur le marché. Mais quand quelqu'un, je travaille mon champ, il ne sait pas comment je porte parce que mes enfants étaient aux funérailles. J'ai profité du camion je ne sais pas, de l'armée qui rentrait. Il me dit, papa, mets ton plantain ici, on t'aime quand même. On vient déposer ça ici à la gare de Neubel. J'ai dit que bon, comme mon fils, je n'ai pas payé. Mais attendez, donc comment ça fait des spéculations comme ça? Comment est-ce qu'on peut analyser les propos du ministre du Commerce, Judu Chara Membachou, ou du moins conjointement, comme on le dit, on devrait beaucoup attendre du ministère de l'Agriculture également. Monsieur Michel Ngachou, si vous allez regarder sur la communication qui avait été faite, vous allez voir que j'ai posé une question. Où est passé les hangars de la MIRAP? Voilà. C'est la première, c'est la seule question que j'ai à poser. Où est les hangars de la MIRAP? En pleine période de fête. Vous savez, la MIRAP aujourd'hui n'est pas nouvelle, même si elle est née après les événements de 2008. À l'époque du premier président, Babatoura Amadou Ahidjo, M. Michel Ngachou, il y avait ce qu'on appelait à l'approche des fêtes, les subventions spéciales. On vous disait... Avec d'abord les marchés périodiques qui existaient plus donc voilà. que ça on dit le chef de instruction du chef de l'État, M. Michel Ngachou, on a apporté un appui. Vous allez manger de la bonne viande. Dans tous les abattoirs, je dis les abattoirs, on avait réquisitionné des bœufs qui étaient payés par l'État. L'État avait pris, on découpait et on vendait parfois le morceau à 500, le kilo, 500, 700 francs. Le kilo au compte de l'État. Et on disait, les populations doivent bien manger, monsieur Michel Ngachou. Je l'ai connu sur la viande, je l'ai connu sur la tomate, où on disait cette année, la production était abondante. On a vu le gouvernement appuie la consommation. Ouais. On casse sur le marché. On nous a créé la MIRAP en disant lutte contre la vie chère, lutte contre gna 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 et tout. Sur le marché, pendant la période de Covid, on vous avait parlé des hangars. Vous avez vu un seul hangar. Le directeur, lorsqu'on a commencé à déclamer ici, il a fait une sortie. Nous sommes venus au trop. Les mini-comices qui sont dans les régions là. Vous nous amenez dans les tromperies. C'est pas les comices là-bas. Mais ils ont dit mini-comices. C'est pas le comice. Et ça, c'est le comice. Et que là-bas, Monsieur Michel, vous avez compris. Je vous invite à faire un tour au marché de Deido, au marché de New Deido, au marché de Double-Balle, au marché Grand Gare, au marché non glacé, au marché de Dakar. Vous, au Bonamou Sadi, vous allez vous rendre compte que d'un comptoir à un autre, les prix diffèrent et diffèrent énormément. Suivant que vous allez dans le secteur des poulets, d'ailleurs, vous allez vous poser la question à toutes les femmes, elles vont vous dire qu'elles sont arrivées au secteur poulet. Le poulet, c'est combien? 6 000. Le poulet, c'est combien? 5 000. Restez avec vos poulets. Je préfère moi aller acheter le porc. Voilà ce qui est en train de se passer dans les marchés. Et qu'un ministre vient nous dire, que vous allez manger, peut-être c'est dans temps à non. Maintenant, il y a une autre question. Quand on va finir de manger pendant les fêtes, entre guillemets, selon lui, on va manger encore quoi en janvier? Bon, c'est pour ceux qui vont fêter. Hein. Nous, les Bantous, c'est le 1er juin. Nous, on attend notre célébration. Vous aussi. Vous allez manger quoi le jour là? Parce que ce sera non, nous ne célébrons pas. Nous attendons le 1er juin. Merci à vous, Charles. Merci Dominique. Merci Bombor et Karim. Il est important de rappeler, il y a plein de questions. Pourquoi est-ce que vous êtes tous vêtus de bleu ce matin? Ben oui, écoutez, nous sommes effectivement à l'aube de la fête de la Nativité et le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression, en la personne de M. Tchonke Séverin, est toujours sensible aux questions liées à la vie ou encore aux besoins des orphelins, dont il est très proche depuis plusieurs années aujourd'hui à travers une caravane baptisée, je peux me tromper, c'est l'arbre de Noël Noël en cœur, voilà. Et ne soyez pas surpris effectivement de voir des caravanes d'Equinox passer dans votre quartier ce matin en direction des orphelinats, où on ira également donner un peu de riz, un peu de savon, un peu de tomates à ces enfants, donner le sourire surtout à ces enfants,
en leur disant nous sommes de tout cœur avec vous, nous sommes avec vous au quotidien, donc vous n'êtes pas loin de nous. Et donc, vous aussi faites-le si vous en avez la possibilité. Voilà, c'était jusqu'au 20. Hein. Donc Ben, je veux dire que de leur côté, ils peuvent donner 10 Voilà. kilos de riz. Et n'oubliez jamais, mais il y a une expression, je la pose, ça c'est individuel, hein, et cela me passe en idée depuis la fin de la semaine dernière. Il y a une expression religieuse qui dit que on n'a plus de plaisir à donner que de recevoir. Oui, C'est vrai? oui, c'est très vrai. Bon, je pose la question trivialement. Oui. Dites-moi qu'il y a plus de plaisir à partager que de donner. Parce que moi j'ai plus de plaisir à recevoir. Donnez-moi autant parce qu'on n'est jamais rassasié. Mais il y a plus de plaisir à partager. C'est personnel à vous. Oui, moi, En mais fait, dès qu'il y a plus de plaisir, pour moi, non, pour moi, c'est un langage religieux. Pour moi, c'est un langage religieux qui a permis encore d'aliéner les mentalités. Oh, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On vous dit, on ne veut pas les pièces ici, on ne veut pas, on veut les billets. On vous donne ce qu'on a. On partage, on donne ce qu'on a. Le peu qu'on a, la volonté qu'on a. Mais il y a toujours du plaisir à recevoir. Dans ce donner, c'est Voilà. qui fait ce plaisir? C'est le sourire que vous voyez sur le visage de la personne qui reçoit. C'est ça votre plaisir. Un peu comme le sourire de Constille Lamine qui est venu ce matin. Madame, Monsieur, il est très souriant d'ailleurs. Hein. Allez, le concept Salaka, c'est dans un instant. Constille, bonjour. Alors, bonjour à Michel Gatu, bonjour à tous les téléspectateurs. Un concept Salaka très spécial ce matin. Ça se passera du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière, où nous sommes depuis ce matin pour les journées de vente promotionnelles du concept Salaka. Tenez-vous tranquille, ces journées de vente promotionnelles concernent également tous les clients de cette émission, tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, en Balmayo, profitez des prix qui vous seront présentés tout à l'heure et passez votre commande. Ceux de Douala vont passer du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière, c'est en face du lycée d'Aqua, pour acheter des articles à des prix vraiment dérisoires. Nous allons tout de suite démarrer la première vente de la journée par, bien entendu, chers téléspectateurs, les tapis. Voilà, regardez déjà ce message spécial Salaka avec Constille Lamine à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua du 21 au 23 décembre 2020 de 9h à 20h. Profitez de la grande vente promotionnelle et faites le plan de vos, c'est-à-dire de votre sac. Alors, nous allons commencer bien sûr par des tapis de maison qui sont vendus d'habitude à 15 000 au prix de la double réduction. Vous les avez aujourd'hui et mercredi à 14 000 francs du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière. Ceux qui sont hors de la ville de Douala peuvent commander et être livrés au même prix. La suite, c'est avec des bouloirs électriques. Regardez bien sûr le prix, chers téléspectateurs. Des bouloirs électriques de qualité supérieure. Vous les avez du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière à des prix vraiment imbattables. 5 500 francs, une bouloire jusqu'à mercredi. Ça se passe à la terrasse de l'hôtel Lumière. Cette offre est valable pour tous les clients du concept Salaka. On parle également de plus en plus du robot mixeur 2 balles. Vous l'avez à 11 000 francs, chers téléspectateurs. Ouh là 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 là. Mangolo Malambo Mototé au terrasse hôtel Lumière. Je rappelle que ceux qui sont à Yaoundé, à Garoua, vous commandez, on vous vend ces appareils au même prix qu'à la terrasse de l'hôtel Lumière. C'est à l'occasion de la prolongation des 20 ans de carrière de Constille Lamine. Régulateur de tension numérique, vous l'avez à 15 000 francs, bien entendu. On parle également d'un ordinateur complet à 40 000 francs. Cet ordinateur coûte d'habitude 45 000 au prix de la double réduction, mais vous l'avez pendant 3 jours à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua à 40 000 francs. Régulateur de tension numérique pour sécuriser les appareils, vous les avez à partir de 15 000 à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua, chers téléspectateurs. On parle également de plus en plus d'un fer à vapeur. Le même fer à vapeur qui est souvent vendu à 7 000 francs, vous l'avez pendant 3 jours à la terrasse de l'hôtel Lumière à 6 500 francs. Regardez bien sûr le prix qui va s'afficher sur téléspectateurs. 6 500 francs ce fer à vapeur. Oh là 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 là. Le concept Salaka fait encore ses 20 ans de carrière et vous offre 3 jours de vente promotionnelle à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua. Bien entendu, chers téléspectateurs, des robots mixeurs, les grands robots mixeurs que vous connaissez souvent, qui coûtent dans les
les 24 000, vous les avez cette fois-ci, chers téléspectateurs, à 22 000 francs. Regardez que les prix ont baissé, les prix ont chuté. Grand robot mixeur Debol à 22 000 francs, du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua. Cette offre est valable pour tous les clients du concept Salaka. Le grand fer à vapeur qui vous est souvent vendu à 12 000, parfois à 11 500, vous l'avez pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, à 10 000 francs le fer à vapeur. Ça se passe à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua avec le concept Salaka. Les rallonges à 5 000 francs, chers téléspectateurs. Passez vos commandes dès à présent. N'achetez plus n'importe quelle rallonge. Salaka vous offre les woofers. Ces woofers, vous les voyez souvent à 35 000. Je retire souvent 500 francs de réduction pour les vendre à 34 500. Mais vous les avez aujourd'hui, demain et mercredi au concept Salaka à 33 000 francs. Un woofer de qualité supérieure, neuf dans le carton. On parle également des clés USB 32 Go qui coûtent d'habitude 9 500 francs. Nous les laissons souvent à 9 000, mais vous les avez à 8 500 francs pendant 3 jours à la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua. Je rappelle que même les clients de Yaoundé, de Garoua peuvent commander ces produits et avoir les mêmes prix. Laptop corps de Dio à 80 000 francs au lieu de 85 000. Ça se passe toujours avec le concept Salaka. Robot mixeur Debol. Détendeur intelligent IGT. Les fêtes, c'est dans quelques jours. Économisez votre gaz. Évitez les incendies. Évitez les fuites de gaz. Offrez-vous un détendeur intelligent à 11 000 francs au lieu de 12 000. C'est valable pour 3 jours. Un seul lieu, Hôtel Lumière Aqua à sa terrasse. Oui, je rappelle qu'il y a beaucoup là de ce côté-là. On parle également des ordinateurs encore à 40 000 francs, chers téléspectateurs. Les élèves, les étudiants. Alors, acheter des ordinateurs à 40 000 francs. On parle également des robots mixeurs encore et encore à 11 000 francs. Le woofer à 33 000. Sans oublier également les clés USB. On va également rappeler donc avec la réalisation. Nous allons également présenter quelques produits qui sont en vente de ce côté-là avec la réalisation, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez surtout pas. Les réguliers, voilà. On a par exemple ce café, le café Gotan. Oh là 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 là, l'un des meilleurs cafés du Cameroun. Vous l'avez également du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière en dégustation, en cadeau et en vente promotionnelle. On parle également d'un morceau de savon de 400 grammes. Vous l'avez à 200 francs, ce morceau de savon de 400 grammes. 5 litres d'huile à 5 000 francs. L'huile, bien entendu, Decaor, vous l'avez à 5 000 pour 5 litres d'huile. Ceux qui ont besoin d'avoir un teint bien noir, un teint naturel, un teint nyanga, voici la solution. Le savon Bio Plus, le savon Plus Bio, le savon Plus Bio, un savon du complexe chimique d'Afrique centrale. Il coûte d'habitude 750 francs, mais vous l'avez à la terrasse de l'hôtel Lumière. 3 morceaux à 1000 francs, chers téléspectateurs. On parle également, le Fariblé est en promotion. Les groupes électrogènes Macat, tous ces produits-là sont en vente à la terrasse de l'hôtel Lumière. C'est à l'occasion de la prolongation des 20 ans de carrière de ton style à mine. Ce fer à vapeur, vous l'avez à 6 000 francs. Ça se passe au concept Salaka. Merci à l'émission Le Zénith. Merci à Kinos Télévision. Merci à tous les partenaires du concept Salaka. Oh là là, ça c'est Constille la mine. Mototerre. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir justement de vous savoir nombreux à nous regarder chaque jour sur notre antenne. Nous vous donnons rendez-vous demain. Oui, effectivement, lorsqu'il sera 10 h, croyez-nous, encore jusqu'à la fin de l'année, on aura pas mal de choses à nous dire. Gardons le regard sur le Cameroun. N'oubliez pas une chose. Pensez bien sûr à vous intéresser à la politique, la gestion des affaires du Cameroun. Si vous ne le faites pas, on continuera comme ceci à nous exploiter, à nous dompter, mais surtout à nous faire croire que nous, le peuple, nous ne valons rien. Vous êtes le peuple, nous sommes la chaîne. À demain, 10 h.